Bonjour et bienvenue dans votre émission Au cœur de l'actu. Je suis Arwa Barkala et aujourd'hui nous allons aborder le nouveau coup d'État au Burkina Faso qui a eu lieu lundi 24 janvier 2022. Un coup d'État qui survient après plusieurs semaines de manifestations et de contestation du pouvoir demandant le départ de Roch Marc Christian Kaboré. En détention dans une caserne militaire, l'ancien président appelait sur Twitter à déposer les armes dans l'intérêt supérieur de la nation. Fin de citation. Juste avant une annonce officielle venue du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba à la télévision d'État. Avec nous pour décortiquer cet événement, Bakary Samb, directeur régional de l'Institut Timbuktu. Vous êtes enseignant-chercheur au Centre d'études des religions de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal et vous êtes docteur de l'Université Lumière Lyon 2 en sciences politiques en France. Bienvenue à vous. Merci de votre invitation. BBC Afrique, comprendre le monde, c'est le conquérir. Alors, docteur Samb, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de ce coup d'État ? Vous savez, il y a eu des tentatives la semaine dernière, lorsque le lieutenant-colonel burkinabé Emmanuel Zungrana a été mis aux arrêts le 10 janvier pour une prétendue tentative de putsch. C'est que les militaires se sont plaints depuis très très longtemps et se plaignent encore d'être mal équipés par rapport à ces djihadistes. Mais en tout cas, le cœur du système institutionnel burkinabé est aujourd'hui secoué. Alors, est-ce qu'avec les manifestations justement qui ont précédé les mutineries, ce qui s'est passé était éventuellement à prévoir ? On peut voir la situation au Burkina sur le temps long. Vous savez, depuis le Forum national sur la sécurité qui s'est tenu, et la manière dont l'État burkinabé s'est toujours servi de groupes d'autodéfense, de groupes patriotiques pour combattre le terrorisme, montrait déjà qu'il y avait une usure du système sécuritaire burkinabé qui inaugurait en réalité quelque chose de bon. Maintenant, l'armée, on l'a entendu ces derniers jours, ces plaintes de manque d'équipement, d'échecs successifs dans la lutte contre le terrorisme, de pertes énormes depuis ce qui s'est passé dans le nord et dans les provinces du Soum, de l'Oudalan et dans le Sahel burkinabé. Je crois qu'aujourd'hui, les militaires en sont arrivés à un point où ce n'est pas seulement la contestation de la politique sécuritaire du Burkina, mais en fait, c'était un ras-le-bol généralisé, aujourd'hui récupéré par ces officiers qui ont voulu passer à l'acte, comme ils l'ont dit. Est-ce qu'on n'assiste pas là à un renvoi de balles en matière de responsabilité face à la gestion de la sécurité du pays ? Le Burkina Faso a depuis très longtemps délégué la gestion de la sécurité à des groupes d'autodéfense. Je suis d'abord les troupes légaux, les forces pour la défense de la patrie, etc. Et cela a causé un certain nombre de problèmes. Récemment, ce qui s'est dessiné au Burkina Faso, c'est une armée qui ne pouvait même plus dépasser certaines localités, on ne pouvait même plus aller à Ouaïgouya ou aller dans le nord du Burkina Faso, et que même à 150 km de Ouagadougou, l'État n'avait plus le contrôle sur le territoire et sur l'administration. C'est ça la réalité. Et cette réalité a été masquée pendant très longtemps par des stratégies de délégation de la sécurité avec des groupes de défense. Pendant ce temps, l'armée burkinabé enregistrait des pertes, d'énormes pertes de jour en jour, et qu'en même temps, on voyait qu'il n'y avait pas assez d'équipement face à une offensive qui non seulement s'emparait du Burkina Faso, mais menaçait même les régions frontalières du Burkina Faso, comme des pays comme le Bénin, comme le nord du Bénin et ailleurs. C'est-à-dire que c'est une faillite du système sécuritaire qui s'est soldé par un mécontentement généralisé dans un contexte où, dans la sous-région, il y avait beaucoup de frustration et de protestation en relation à ce qui se passe au Mali, mais aussi dans la contestation des formes de coopération sécuritaire telles qu'on le connaît dans le Sahel, notamment avec la France et d'autres puissances occidentales. Alors, cet événement est arrivé alors que le Burkina Faso est à la tête de la présidence tournante de l'UEMOA. Tout d'abord, que prévoit l'UEMOA, ou si c'est prévu même, par l'UEMOA, un cas de figure pareil ? Vous savez, la CEDEAO, comme toutes les organisations sous-régionales et régionales, sont attendues au point de vue de leur cohérence.
par rapport au type de sanctions adoptées face à de telles situations. On avait vu que dans la lourdeur des sanctions infligées au Mali, il y avait une volonté pédagogique de donner un signal fort à l'autre autorité militaire aujourd'hui, comme en Guinée, où Doumbouya n'a même pas encore établi un calendrier clair. Aujourd'hui, toute la question qui se pose, c'est que c'est la CEDEAO qui, encore une fois, joue sa crédibilité, malgré le communiqué de la CEDEAO sur la situation au Burkina, publié ce 24 janvier, en soutenant le régime en place, mais aussi en soutenant le peuple burkinabé. La CEDEAO est attendue au tournant. Va-t-on continuer dans le même rythme de sanctions ou bien va-t-on rationaliser les choix stratégiques face à des groupes militaires qui s'emparent du pouvoir? Tout est là. La question aujourd'hui, c'est la question de la cohérence, mais aussi au-delà de la question de la cohérence des choix même de la CEDEAO, il y a la question de la pertinence et que comment les populations vont accueillir d'éventuelles décisions. Encore une fois, il est encore tôt de parler de tout cela. Il va falloir observer ces prochaines heures de manière très attentive pour voir quelle sera la réaction de la CEDEAO. Rappelons que Marc Kaboré lui-même était parmi ceux qui ont... Il avait présidé cette réunion de l'UEMOA à la veille du sommet d'Accra et qui avait déjà donné le ton sur les sanctions financières que la CEDEAO a finalement adoptées et qui constituait le gros des sanctions, en tout cas de la liste des sanctions qui ont été adoptées contre le Mali voisin. Oui, c'est très intéressant. Et du coup, là, la présidence de la CEDEAO, cette fois-ci, est arrivée très récemment, donc depuis le 1er janvier, vers le Sénégal. Mais le Sénégal qui se retrouve de plus en plus avec une pression assez inédite. Dans la communauté des chercheurs, nous avons l'habitude de dire que le Sénégal semble être un îlot de stabilité dans cet océan d'instabilité régionale. Maintenant, il y a eu une vaste évolution dans la conception de la perception de cette menace sécuritaire au niveau des autorités sénégalaises, notamment avec la pression sur l'Est, mais aussi entouré aujourd'hui du Mali, qui est quand même très très important au niveau économique au regard du volume des échanges qui avoisine les 400 et quelques milliards de francs CFA par année, mais aussi la Guinée, qui est au sud du Sénégal, avec laquelle les relations n'étaient pas au beau fixe au temps de Condé. Oui. Avec l'arrivée de la junte aussi, le Sénégal s'associe pleinement à toutes les décisions que la CEDEAO a eu à prendre. Mais je crois que récemment, dans la décrispation de cette crise, dans la décrispation progressive de cette crise, notamment avec l'initiative des Nations Unies, bien que l'Union africaine se soit arrimée aux sanctions qui ont été adoptées par la CEDEAO, je crois que le Sénégal, qui a été récemment aussi consulté par le président togolais, pourrait jouer un rôle de médiation au regard des liens historiques pour le cas malien en tout cas, et de ce continuum socio-historique de partage d'une longue histoire avec le Mali, mais aussi sur la Guinée voisine, au moment où le président Macky Sall va prendre la présidence de l'Union africaine. Aujourd'hui, il devrait peser de tout son poids diplomatique et de son prestige diplomatique en tant que pays stable, démocratique, etc., pour véritablement accompagner les pays de la sous-région. Maintenant, la question, c'est comment en même temps être solidaire des éventuelles décisions ou sanctions de la CEDEAO, en même temps pouvoir avoir le rôle de médiation, c'est-à-dire que pour être un véritable médiateur, parfois il ne faut pas être partie prenante, mais en même temps, le Sénégal doit jouer avec cette contrainte-là, et je suis sûr qu'aujourd'hui, tous les regards se tournent vers ce pays-là, qui est certes stable, mais qui doit aussi faire face à cette menace pressante, aussi bien dans sa frontière est avec le Mali, mais aussi maintenant avec le voisinage de la Guinée qui entre dans une zone d'instabilité qui ne doit pas laisser indifférentes les autorités de ce pays. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Bakary Samb. Docteur, je rappelle que vous êtes enseignant, chercheur au Centre d'études des religions de l'Université Gaston Berger à Saint-Louis au Sénégal. Et vous êtes également docteur de l'Université Lumière Lyon 2 en sciences politiques. Et vous êtes surtout directeur régional de l'Institut Timbuktu. Merci beaucoup pour votre participation.
Merci de votre aimable invitation. Et je remercie également Omar Diallo qui était à la technique, Abdou Diop au mixage et Gaius Kowene à l'éditorial. Je suis Arwa Barkala et continuez de nous suivre sur nos antennes BBC Afrique 105.6 à Dakar et bbcafrique.com sur Internet. À bientôt et prenez soin de vous.